Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le CO2 et le voyage d'affaires, dont le titre est «Faut-il vraiment attendre pour avoir des données optimales pour agir?» Alors évidemment, ce serait trop simple si on avait zéro souci technique. Donc, Julien Etianchu est censé nous rejoindre, mais avait un petit problème de son, donc j'espère qu'il arrivera au moment où ce sera son tour de parler. Sinon, je vais faire de mon mieux en attendant. Donc Amélie Berwex, donc je suis, partenaire au sein du cabinet Axis Odyssée, spécialisée dans tout ce qui est, voyage et notes de frais et je serai accompagnée, si tout va bien, par Julien Etianchu, senior directeur sustainability chez Adito, pour pouvoir, répondre au mieux à toutes vos questions. En parlant de questions, si vous avez, des interrogations au fur et à mesure, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je pourrai les voir, du coup, au fil de l'eau et puis les questions qui, n'auraient pas eu de réponse par manque de temps, pourront, être répondues par la suite, sans souci. Donc n'hésitez pas à vous manifester sur le chat. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi cette thématique, de webinaire avec Julien? On s'est rendu compte en fait, au sein de nos clients qu'il y avait beaucoup d'enjeux et beaucoup de discussions aujourd'hui sur, comment calculer l'empreinte carbone. La plupart des entreprises se disant, pour pouvoir, à juste titre, hein, pour pouvoir démarrer un plan d'action, la première étape, c'est de savoir où on en est, pour ensuite pouvoir mesurer les efforts, des plans d'action qu'on va définir. Et donc, on a beaucoup de nos interlocuteurs au niveau du travel management qui sont, focalisés sur le calcul de l'empreinte carbone et qui, du coup, attendent, d'avoir quelque chose, d'optimum pour pouvoir lancer des plans d'action. Or, ce qu'on voit, c'est qu'en théorie, ce serait super, d'attendre d'avoir un calcul fiable, mais en l'occurrence, on a quand même des petites problématiques de timing et il est quand même urgent de pouvoir agir, sans forcément pouvoir le monitorer, complètement derrière, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, donc la question de timing et puis la deuxième, c'est qu'avoir une mesure cohérente au niveau de l'empreinte carbone dans tout ce qui concerne la mobilité, ça prend un petit peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément de standards, de normes. Vous faites face à une multitude de sources d'informations. Et puis surtout, il faut se remonter les manches et puis aller regarder en détail comment chaque prestataire vous propose ce calcul d'empreinte carbone, comment il est calculé, est-ce que du coup ça correspond à vos besoins, etc. Et donc mettre ça en place, en fait, c'est déjà un chantier à part entière. Donc en préparant ce webinaire avec Julien, on s'est dit, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites avant, où vous êtes sûr qu'il y a un impact, même si vous n'êtes pas forcément capable de le mesurer à court terme. Et en fait, ça passe par deux biais. Une première catégorie qu'on a appelée voyager moins et une catégorie qu'on a appelée voyager mieux. Les deux piliers, à notre avis, du plan d'action. Alors, pourquoi voyager moins? Alors, je ne sais pas, Julien, si on peut t'entendre parler maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Non, toujours pas. Écoute, je vais essayer de faire de mon mieux avec notre préparation pour pouvoir prendre, prendre la main. N'hésite pas du coup aussi à compléter sur le chat si tu as des compléments d'informations par rapport à ce que je dis et surtout si jamais il y a des choses qui sont pas complètes. Alors, ce qui était sûr en termes de… Julien, on t'entend? Ah, bah Alors, écoute, les tant gens mieux. m'entendent. Alors, faites-moi signe parce que nous, on vous entend pas très bien du coup. Alors, Eh ben, Julien, je te laisse la main. Du coup, explique-nous pourquoi ce premier pilier de voyager moins était important pour améliorer l'empreinte carbone. d'accord. Eh bien, bonjour à tous et désolé, c'est la première fois qu'on a des soucis techniques comme ça. Donc, évidemment, toutes les répétitions se sont bien passées. Donc, voilà. Donc, encore nos excuses et bonjour à tous. Donc, le voyager moins, donc c'est primordial. Alors, vous pouvez faire confiance à Amélie et moi-même pour là-dessus parce qu'on est objectif. Hein, on travaille dans l'industrie du voyage. Donc, si on vous dit de voyager moins, c'est qu'il y en a besoin. Si vous voulez, pour faire simple, il n'y a aucune mesure, aucune innovation technologique qui permettra d'atteindre les objectifs climatiques tels que fixés par le GIEC dans le business travel et a fortiori dans l'aérien en temps voulu. Si tout se passe bien, même les compagnies aériennes le disent, les émissions, grâce aux améliorations technologiques, vont commencer à baisser en 2035. Et nous, il faut qu'on agisse maintenant. Donc, contrairement à tout ce que vous pouvez entendre, et encore une fois, on préférait vous dire le contraire, mais tout ce qui est SAF, avion électrique et hydrogène, etc., à supposer que ça marche un jour, ce qui reste à démontrer, ce ne sera pas avant du long terme, voire très long terme. Or, il faut agir maintenant. Donc, la première chose à faire, c'est de réduire le nombre de voyages. Alors, voyager mieux, ce sera important, on va en parler, mais voyager moins, on n'y coupera pas.
Et je pense que pour notre secteur, il faut qu'on accepte une forme de décroissance, ce qui n'est pas forcément un gros mot. Si elle est choisie, ce n'est pas un synonyme de récession. Voilà, une décroissance choisie peut tout à fait être pérenne. Alors, du coup, tu me fais un petit signe pour comme moi je ne t'entends pas. Ok. Alors, du coup, voilà, l'explication sur pourquoi voyager mieux est important. Et c'est vrai que l'enjeu, par contre, pour l'entreprise, ça va être voyager moins, mais on est quand même sur une sortie de crise. Donc, il faut quand même relancer le business et le voyage reste quand même important. Donc, ce qui va être important surtout pour l'entreprise, c'est d'identifier comment elle va pouvoir mettre en place des mesures pour voyager moins, tout en préservant Je vais retenter les écouteurs. Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que là, vous m'entendez? Ok. Bon, bah, vraiment désolée pour ce contretemps. On s'est entraîné pour ça. Alors, j'étais en train de dire, du coup, la première étape, ça va être de s'assurer qu'on n'impacte pas le cœur business de l'entreprise et qu'on voyage moins, mais sans supprimer tous les voyages, évidemment, puisqu'il y en a qui deviennent quand même hyper importants pour la sortie de crise. Donc, il s'agit de mieux cadrer des guidelines dans la politique voyage pour sensibiliser les gens à l'impact, en fait, du déplacement, et puis s'assurer aussi qu'on va avoir un espèce de scoring du voyage qui va permettre de définir si c'est indispensable ou pas, ou si ça peut être remplacé par d'autres moyens, Teams, Visio, etc. Un point aussi important, limiter tout ce qui est aller-retour dans la journée. C'est-à-dire que quitte à se déplacer, autant se déplacer pour plusieurs raisons qui vont apporter de la valeur à l'entreprise plutôt que sur une seule. On a un autre point aussi qui est important. Julien, tu évoquais de bien regarder aussi le type de déplacement par rapport à la distance, notamment la notion de court courrier versus long courrier. Oui, c'est important parce que donc, le message principal de ce webinaire qu'on voulait faire avec Amélie, c'est de vous dire que non, il n'y a pas besoin d'avoir un reporting parfait pour agir. C'est un peu le piège là dans l'industrie. On entend toujours des phrases du style on ne peut agir que sur ce que l'on peut mesurer. Voilà, tant qu'on ne mesure pas, on ne peut pas agir. Donc ça, c'est faux. C'est mieux d'avoir un bon reporting, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez agir. Donc, un, voyager moins. Et deux, effectivement, je dirais, quand on parle de moins voyager, prioriser le long courrier. C'est pour ça que je fais toujours un peu attention quand on dit il vaut mieux prendre le train, etc. Donc, évidemment que le train, c'est beaucoup mieux. Si vous pouvez faire un Paris-Marseille en train et pas en avion, c'est 50 fois moins polluant. Par contre, le piège de ça, et je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps, je le vois avec nos clients, c'est qu'on dit du coup, c'est super, je suis Paris-Marseille, je prends que le train, du coup, je voyage beaucoup sur long courrier. Alors qu'en fait, si vous voulez, avec un Paris-Sydney, vous financez, en termes de CO2, 15 Paris-Marseille. Donc, il ne faut pas se tromper de combat. La priorité, c'est de réduire les déplacements, soit les plus longs, enfin, les plus polluants, qui sont soit les plus longs, soit ceux qui sont effectués avec les plus mauvais appareils, ou avec les moins bonnes compagnies aériennes. Mais disons que si vous tapez déjà dans les Europe, Asie, Europe, Australie, ou Europe, Amérique du Sud, c'est là qu'il y a les plus grosses émissions. Donc, il faut bien avoir ces ordres de grandeur en tête. La priorité, c'est le long courrier. Et je crois, en gros, si je ne me trompe pas, que c'est à peu près 5 à 10% des vols mondiaux, mais plus de la moitié des émissions, le long courrier. Ouais, donc ça, c'est important à avoir en tête en termes d'enjeux, clairement. Ce qu'on a identifié aussi, c'est que pour vraiment être plus efficace dans quels sont les longs courriers qui doivent être supprimés, comment mutualiser les trajets, etc., il est souvent nécessaire en fait d'avoir une vision beaucoup plus ciblée des raisons du déplacement. Alors évidemment, la première étape de savoir si c'est de l'interne, du business, c'est une première étape qui est importante parce qu'on ne va pas les traiter de la même façon. Mais idéalement, dans une deuxième étape, il faudra même aller jusqu'à la catégorie de voyageurs. On ne va pas non plus de la même façon traiter des commerciaux de la même façon que des techniciens ou que des directeurs de service.
leurs besoins ne seront pas les mêmes et la façon de mutualiser et de réduire les déplacements sera différente aussi. Donc ça, c'est un petit peu la deuxième étape quand on arrive à avoir un reporting beaucoup plus détaillé, où vous pourrez mixer le détail par catégorie de voyageurs et par besoin de déplacement avec le CO2 en fait, qui est généré par ces déplacements-là. Et puis, une autre étape aussi qui va être importante pour voyager moins, je l'évoquais au démarrage avec les guidelines dans la politique voyage, ça va être de commencer à fédérer une communauté autour de ces enjeux. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, sans un engagement individuel, le sujet en fait ne pourra pas beaucoup évoluer au niveau de l'entreprise parce que finalement, celui qui engage l'acte de se déplacer, même avec tous les contrôles qu'il peut y avoir, etc., mais ça reste quand même le voyageur et ça reste quand même lui qui a toutes les informations pour savoir est-ce que ce voyage il est vraiment nécessaire ou pas ou comment il peut être optimisé. Et finalement, dans les premières mesures à mettre en place, il y a le fait de fédérer cette communauté autour des enjeux parce que c'est ce qui va vous permettre, une fois que vous aurez monitoré votre empreinte carbone et que vous pourrez aller plus loin, d'avoir une base de travail qui permettra d'être beaucoup plus efficace en fait dans les mesures que vous allez mettre en place. Alors, le deuxième pilier qui nous a semblé évidemment très important, c'est voyager mieux. Parce qu'une fois qu'on a dit, OK, il faut réduire le nombre de déplacements, surtout long courrier, comment on peut faire pour s'assurer que le déplacement est le plus efficace possible? Et dans ces cas-là, il faut regarder comment optimiser les conditions du déplacement, la façon dont on se déplace, et puis l'objectif du déplacement. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, comment s'assurer, par exemple, qu'on mutualise deux objectifs dans un seul déplacement, ce qui répond aussi à un enjeu d'ailleurs de bien-être du collaborateur, éviter des déplacements trop courts sur des longues distances. Et puis voilà, optimiser comment on se déplace. Et la meilleure façon en fait de faire ça, c'est d'essayer de changer la façon dont la personne va gérer son agenda et son déplacement. C'est-à-dire que le déplacement n'est plus juste une des cases à cocher en fait pour aller faire un rendez-vous. C'est plutôt comment je gère mes rendez-vous et mes objectifs pour limiter le nombre de déplacements. Et ça, en termes de philosophie, c'est quelque chose en fait qu'il faut vraiment ancrer dans les habitudes des voyageurs et ça prend un petit peu de temps. D'où l'importance de fédérer cette communauté autour de ces aspects-là. Après, il y a des mesures simples, on va dire, qui peuvent être mises en place, ou même sans le monitorer, vous savez que de toute façon, ça aura des impacts. Proposer le train à la place de l'avion dans la mesure du possible, ça, on sait que forcément, ça a un impact. Alors, il faut bien, par contre, en termes de communication, avoir une approche vraiment de bout en bout du voyage et être capable de dire, voilà le temps utile pendant le déplacement, parce que ça, c'est important pour le voyageur en termes de productivité. Voilà le temps total de déplacement et voilà l'empreinte carbone qu'il peut y avoir. Parce qu'en fonction de là où vous êtes localisé, en fonction de la destination, le comparatif ne va pas forcément être si évident que ça. Et ça va dépendre de vos types de déplacement et de votre entreprise et de jusqu'où vous êtes capable en fait de pousser les voyageurs vers le train. Donc, vous ne pouvez pas copier-coller un peu la stratégie d'une autre entreprise en vous disant ça a marché pour eux, ça marchera pour moi. Ça nécessite quand même un petit peu d'analyse derrière. Un autre point aussi pour optimiser, et ça a une valeur ajoutée qui va beaucoup plus loin à notre sens que juste optimiser le déplacement, c'est comment faire en sorte d'utiliser un maximum d'outils qui va permettre de créer du lien et de favoriser les échanges dans l'entreprise. Plus les gens vont être à même d'avoir des échanges qualitatifs et d'optimiser les moments de rencontre pour du temps qualitatif ensemble, moins le déplacement va être nécessaire. Donc là, on pense par exemple aux outils type Up2Be qui vont permettre de savoir qu'au moment où vous êtes à Sydney, il y a justement un autre directeur de New York qui est à Sydney en même temps que vous. Et du coup, plutôt que de faire un aller-retour à New York le mois d'après, vaut mieux essayer de se retrouver à Sydney pour limiter les déplacements. Et ça vaut aussi pour maximiser les rencontres sur site aussi, quand il y a beaucoup de télétravail dans l'entreprise, par exemple. Donc ça va aussi avoir un impact sur le carbone, puisque plus les gens vont pouvoir se retrouver au bureau facilement, au bon moment, au bon timing, plus la notion de télétravail va être optimisée aussi. Et ça, c'est pas négligeable. On a un autre point aussi que tu avais évoqué, Julien, c'était la notion de classe dans le transport aérien. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu cette partie? Oui, alors il y a une solution très facile, alors du moins en théorie pour vous, pour réduire vos émissions. Si vous voyagez en business aujourd'hui sur vos courriers, une solution facile qui marche très bien sur Excel au moins, c'est de passer tout le monde de business en éco ou de business en premium éco. Parce que quand vous voyagez en business, en termes de reporting, c'est 3 fois plus d'émissions que quand vous voyagez en éco.
parce que vos sièges sont plus grands, vous prenez 3 fois plus de place, donc c'est normal qu'on vous alloue une part plus importante du CO2. Si ça vous paraît un peu bizarre, je vais vous le dire d'une autre façon. Imaginez que demain, tous les voyageurs du monde voyagent en business. Ben, du coup, il faudrait 3 fois plus d'avions pour transporter le même nombre de passagers. Okay, donc, c'est pour ça que quand on voyage en business, c'est 3 fois plus d'émissions que quand on voyageait en éco. Donc, théoriquement, ça serait très facile de dire ben, on change la politique de voyage, on passe tout le monde en éco. Nous, on serait plutôt tenté de vous dire de ne pas faire ça parce que quand on parle de durabilité, le CO2, c'est important, mais ce n'est pas tout. Le bien-être et le confort du voyageur, c'est important. Et si vous commencez à dire, ben, pour des raisons environnementales, on passe de manière brutale tout le monde en éco, là, vous n'allez pas avoir une belle adhésion, une vraie adhésion en interne. Et pourtant, c'est important pour atteindre vos objectifs climatiques. Donc, nous, on serait plutôt à vous dire, voyagez moins, voire beaucoup moins. Focalisez-vous sur les voyages essentiels, mais quand vous voyagez, faites-le toujours avec un certain voilà, pensez toujours au confort du voyageur. Et d'un point de vue philosophique aussi, dire que c'est vraiment mal de voyager en business. Un des gros problèmes du secteur, quand même, ça a été l'explosion des vols low cost, qui ont multiplié le nombre d'avions dans le ciel. Et les low cost, par définition, c'est quasiment que de l'économie. Donc, philosophiquement aussi, dire que l'économie, c'est super, voilà, ça peut aussi être discutable. Donc, encore une fois, on est plutôt sur du voyager moins. Mais quand vous le faites, pensez davantage au confort du voyageur. Donc, encore une fois, le message principal, et pourtant, voilà, Amélie comme moi, on a aussi des reportings précis, etc. Donc, pour autant, on trouve qu'il est dangereux de dire il faut avoir le reporting parfait avant d'agir. Voilà, parce qu'encore une fois, voyager moins, prioriser le long courrier, prendre plus le train, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui est écrit dans le chat, donc prioriser le long courrier, mais il faut aussi, il n'y a pas de petits pas, donc les solutions faciles type éviter le Paris-Marseille autant que faire se peut en avion, évidemment c'est une bonne chose. Donc il y a quand même des mesures ultra impactantes que vous pouvez faire sans avoir un système de reporting parfait. Maintenant, un bon reporting, ça va quand même vous servir pour voyager mieux pour des mesures plus avancées. Alors déjà, le voyager moins, ça a l'air simple, c'est pas toujours aussi simple. Des fois, il y a des destinations un peu moins lointaines qui polluent beaucoup plus parce que les avions ils sont beaucoup moins bons. Voilà, donc si vous avez un bon reporting qui est fait au type avion, là, vous pourrez cibler de manière plus précise vos destinations les plus polluantes. Ensuite, toujours sur l'aérien, voyager avec les meilleurs avions. Donc, si vous avez le choix entre un vol sur un Londres-New York, Virgin Atlantic, ils ont des avions bien meilleurs que Delta et United. Donc, chaque fois que vous voyagez avec Virgin sur le transatlantique, en business class, vous allez économiser 1 voire 2 tonnes de CO2 par rapport à un vol avec United ou American Airlines. Et 2 tonnes de CO2, peut-être ça ne vous parle pas trop, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce que vous allez dépenser avec votre voiture si vous conduisez 30 km par jour tous les jours pendant 1 an. Et ça, vous pouvez l'économiser juste avec. Donc, c'est vraiment considérable. Donc, avec un bon reporting peut vous permettre de faire ça. Côté hôtel, avoir des données précises, ça peut vous être utile, par exemple, pour les éco-certifications, qui ne se valent pas toutes, mais il y a quand même des certifications environnementales qui sont sérieuses. En Europe, on a Green Key, clé verte. On a aussi Nordic Swan dans les pays nordiques. Donc ça, c'est des certifications rigoureuses qui sont assez raides. Et donc, un hôtel qui a ce genre de certification, globalement, vous pouvez considérer qu'il est sérieux en matière environnementale. Petite parenthèse, ces certifications, elles mettent pas seulement l'accent sur l'énergie, sur le CO2, mais aussi sur la biodiversité, etc. et sur l'eau, ce qui, à mon avis, va être un critère de plus en plus important. Et il va falloir faire du reporting sur les litres d'eau utilisés comme sur le CO2. Et par exemple, un hôtel, un resort, c'est 5000 litres d'eau par voyageur par nuitée, versus 300 pour un hôtel standard 3 étoiles. Donc ça, avec un bon reporting, c'est des choses que vous pouvez prendre en compte. Pareil sur la location de voiture. Sur la location de voiture, un message simple, ça peut être tout le monde en électrique. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce que l'électrique, la question qu'on a toujours, c'est est-ce que l'électrique, c'est mieux que le thermique? Oui, bien sûr, c'est mieux. Mais déjà, ça dépend de la taille de la voiture. C'est-à-dire qu'un gros SUV électrique, finalement, il va consommer plus sur son cycle de vie qu'une petite voiture à essence. Donc, c'est quand même important de savoir, il ne faut pas juste savoir quel type de véhicule vous avez pris, si c'est électrique ou pas. Il faut connaître la taille du véhicule, le type de moteur. Pareil sur la… L'utilisation. Pardon? L'utilisation aussi.
Oui, sur l'utilisation. Donc, voilà, un message simple, ça peut être, oui, dès que vous pouvez prendre l'électrique, c'est vrai, mais voilà, pour suivre vos émissions de CO2, c'est quel type de voiture électrique, quel moteur, quelle taille. Et au-delà de l'électrique, entre un SUV essence et une petite voiture à essence, la différence de CO2 sur le cycle de vie est vraiment considérable. Donc, ce sont des choses à prendre en compte. Donc, encore une fois, vous avez des choses simples à faire sans avoir un bon reporting, voire sans reporting. Voilà. Par contre, un reporting vous permettra d'avoir des mesures plus avancées et plus ciblées, notamment pour la partie voyager mieux et éventuellement aussi pour la partie domicile-travail. Ça, je pense qu'Amélie, tu voulais en dire un mot. Oui, après, il y a un autre élément qui va au-delà du déplacement professionnel, hein, sur la mobilité au sens large. L'entreprise, elle a aussi pas mal d'outils à sa disposition pour essayer d'optimiser tout ce qui est trajet domicile-travail. Alors, qui est peut-être pas le plus gros, hein, quand on compare on en parlait en préparant sur tout ce qui concerne l'aérien, mais ça reste quand même des choses qui vont initier une démarche de changement auprès des collaborateurs et qui va commencer à les sensibiliser aussi dans leur quotidien, en fait, à ces enjeux environnementaux, enfin, en tout cas, davantage. Et là, l'idée, c'est de regarder, alors soit via le télétravail, soit quand il y a des flottes automobiles, de repenser plutôt l'usage plutôt que la propriété en fait du véhicule et se dire, un exemple, un collaborateur qui, dans son quotidien, a besoin d'une petite voiture parce qu'il est dans les bouchons parisiens, mais par contre, va quand même prendre une grosse voiture dans la flotte auto parce que une ou deux fois par an, il a besoin de partir en vacances en famille, et ben peut-être que l'optimisation, c'est de donner accès à un véhicule beaucoup plus restreint dans le quotidien et d'accepter une location de voiture pour la partie estivale. On a aussi la possibilité de mettre en place des forfaits mobilité durable qui vont inciter les collaborateurs à s'orienter vers de la mobilité douce plutôt que de prendre la voiture systématiquement. Donc ça veut dire financer des locations, alors trottinette c'est plus trop le sujet à la mode, mais financer des achats de vélos électriques, financer voilà, de la location de vélos ou du covoiturage, favoriser le covoiturage par exemple. Ça, c'est des éléments qui ont forcément un impact sur le court terme. Un autre élément aussi, je vois qu'il y avait, alors je reviens un petit peu en arrière sur les aspects trains, il y avait une remarque aussi sur l'offre sur les trains via les OBT. C'est vrai que du coup, le train, il a une complexité assez importante techniquement, hein, surtout sur la partie européenne. Or, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de cas de figure où on va regarder le train aussi en alternative pour l'international, notamment pour aller beaucoup plus aux Pays-Bas, en Allemagne. Londres, c'est déjà un petit peu dans les mœurs, mais en tout cas, ça va s'étendre. Et c'est vrai que là, l'entreprise, elle fait souvent face à une problématique d'accès à l'information. Par contre, c'est quelque chose sur lesquels les OBT et les agences travaillent énormément. Et donc, il y a beaucoup plus d'opportunités maintenant pour accéder au train à l'international, soit via les offres du provider national, hein, par exemple, accéder à plus d'offres via le contenu SNCF, par exemple, pour la France, soit via des agrégateurs comme Trendline, Silverrail, qui permettent du coup, via l'OBT, d'accéder à une offre beaucoup plus importante que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'entreprise doit creuser, c'est-à-dire que pour proposer des alternatives, eh ben, il faut quand même que l'information arrive jusqu'au voyageur et que son parcours soit fluide. Et c'est vrai que ça, c'est un enjeu, parce que tu évoquais, Julien, le fait qu'il faut toujours un bon équilibre entre le bien-être et puis la partie coût et la partie CO2. Mais le bien-être, ça va aussi dans le parcours du voyageur et dans comment en fait son parcours va être le plus fluide possible. Donc accéder à l'information et que ce soit simple, bah, ça peut faire partie des enjeux. Si vous vous dites que vous allez de plus en plus pousser le train, peut-être que les actions que vous devez faire à court terme, c'est comment rendre cette information accessible à mes voyageurs facilement. Donc ça peut être un premier levier. Il y avait aussi un autre élément que tu avais évoqué, Julien, sur être plus au fait aussi des routes alternatives. Parce que ça, alors même si ça nécessite des données, c'est aussi un levier finalement pour réduire l'empreinte. Oui, donc ça rejoint un peu tout ce qui concernait voilà, tout ce qui est type avion, etc. C'est-à-dire que voilà, que vous voulez vous déplacer à Shanghai, des bonnes données vont vous dire quel est le meilleur type avion, entre deux vols indirects, quel est le meilleur, parce qu'il peut y avoir des gros écarts entre des vols directs et indirects, mais aussi entre deux vols indirects. Et puis ce qui peut, voilà, un cas que j'ai eu récemment aussi, c'est vous êtes, je
je sais pas, représentant en vente et vous avez 2 événements dans l'année, ça fait un peu beaucoup pour votre empreinte carbone. Vous en avez un à Shanghai et un à New York. Où est-ce que vous allez? Il vaut mieux aller à New York parce que vous allez avoir des meilleurs avions, des meilleures compagnies aériennes en matière de développement durable et votre empreinte, elle sera moins importante. Donc, encore une fois, message principal, pas besoin d'avoir un reporting parfait pour agir. Néanmoins, un bon reporting, c'est bien pour des mesures plus ciblées. La stratégie principale, encore une fois, voyager moins, première étape. Deuxième étape, voyager mieux. Et il y a une troisième que vous avez souvent entendu parler, dont vous avez entendu parler sous le terme de compensation, qui est un mot que nous, on a banni de notre vocabulaire, parce que la compensation, sémantiquement, c'est assez catastrophique, parce que ça donne l'impression que vous pouvez annuler une mauvaise action. Donc nous, ce qu'on dit, c'est 1, voyager moins, 2, voyager mieux, et 3, contribuer. Alors pourquoi contribuer et pas compenser? Alors, d'abord, sachez que la neutralité carbone, qui est toujours liée à la compensation, la neutralité carbone, c'est un concept scientifique. Donc, ce n'est pas juste 2 mots qui sont mis côte à côte. Donc, c'est un concept scientifique qui ne s'applique qu'à la planète, qui ne s'applique qu'au niveau global, au niveau planétaire. Et je ne sais pas quel est le petit malin qui a eu l'idée de parler de neutralité carbone au niveau d'une entreprise. C'était sûrement un gars très fort en marketing, mais ça n'a pas de sens scientifique. Ça n'a aucun sens scientifique. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place sur Terre pour compenser les émissions de tout le monde. Donc, si vous, compagnie A, vous êtes, je cite, neutre en carbone, ça implique que votre petit copain, la compagnie B, ne peut pas être neutre en carbone. Donc, c'est un concept qui n'est pas universalisable. Donc, quand vous entendez neutralité carbone, vous pouvez tout de suite dire A égale greenwashing. À tel point qu'aujourd'hui, en France, c'est devenu illégal de se dire neutre en carbone pour un service ou pour un produit ou pour une entreprise. Donc légalement, c'est la loi climat et résilience qui est passée au 1er janvier dernier. Donc maintenant, vous pouvez être attaqué en justice. Donc au-delà du business travel, je pense que c'est une info importante, on n'en a pas parlé assez. Vous, au niveau de votre entreprise, faites attention. Si vous dites aujourd'hui on est neutre en carbone, voire on est positif en carbone depuis 2017, comme je l'ai déjà entendu, là, vous êtes passible de poursuite. Voilà. Et c'est quelque chose qui va évoluer. Les Pays-Bas vont bientôt, a priori, adopter une loi similaire. Donc, c'est très important. Donc, vous ne pouvez pas être neutre en carbone. Scientifiquement, ça n'a pas de sens. Ensuite, si vous êtes neutre, entre guillemets, c'est grâce à la compensation. Et la compensation, je pense que maintenant, vous êtes à peu près au courant, il y a des problèmes majeurs. Le Guardian, ils ont sorti une étude il y a un mois qui est absolument incroyable à mon sens, qui explique que 90% des projets de compensation soit ne marchent pas, soit nuisent à l'environnement. Donc, il est faux de dire que la compensation, c'est mieux que de rien faire. Parce que j'entends souvent, c'est quand même mieux que de rien faire. Non, des fois, c'est pire que de rien faire, parce que les entreprises qui vous vendent ça, elles vont planter des arbres en monoculture, non adaptés au climat local, qui sont un désastre pour la biodiversité, etc. Donc, gros warning sur la compensation. Et donc, nous, on n'appelle pas ça de la compensation, mais de la contribution. Donc, vous savez que vous ne pouvez pas être neutre en carbone. Il faut faire votre maximum pour réduire vos émissions de CO2. Et pour ce que vous ne pouvez pas réduire, vous financez des projets, dont je vais parler dans une seconde, pour contribuer à la neutralité globale de la planète. Mais en aucun cas, ces projets que vous financez ne peuvent contrebalancer ou ne peuvent annuler vos émissions. Donc, c'est 2 comptabilités qui doivent être rigoureusement séparées. Donc, vous contribuez à la neutralité globale. Comment ? Soit en finançant, par exemple, des projets forestiers, mais avec des gens, j'allais dire, sérieux, des vrais ONG sur le terrain. Ça va vous coûter beaucoup plus cher, mais ce sera plus efficace. Et d'ailleurs, le prix, c'est un bon indicateur. Quand vous financez un projet de compensation carbone à 3 € la tonne, vous pouvez être à peu près sûr que c'est un projet qui n'est pas viable. Et puis, je vous encouragerai aussi, moi, en termes de contribution, donc pas de compensation, à ne pas hésiter à sortir des sentiers battus et à financer des projets qui ne sont pas certifiés. Parce qu'après tout, le Guardian, il montre que 90% des projets certifiés, donc soi-disant avec un audit indépendant, etc., ils ne marchent pas, voire pire, ils nuisent à l'environnement. Donc moi, je vous encourage à financer des projets non certifiés. Exemple, qui va peut-être vous faire sourire, les baleines dans l'océan. Elles ont, de par leur propriété physique assez incroyable, elles peuvent stocker des quantités phénoménales de CO2. Phénoménales. Donc concrètement, si vous financez des ONG qui financent elles-mêmes des aires protégées pour les baleines, votre impact sur le climat, il est absolument massif. Absolument massif. Une baleine, ça va être l'équivalent en termes d'activité de, 1000 arbres, quelque chose comme ça.
Donc, et ça, personne ne le sait, ce n'est pas des projets certifiés, mais je vous encourage à le faire. Vous n'aurez pas vos crédits carbone, mais si vous avez bien suivi, ce n'est pas grave, parce que vous ne voulez pas être neutre en carbone. Okay. Donc voilà, la sémantique est capitale, ici, j'insiste, compensation, on n'en parle plus, c'est du greenwashing. On contribue à la neutralité globale, et c'est vraiment important. On n'est pas loin du bout. Amélie, est-ce que je te laisse conclure? Oui, il y avait une autre remarque aussi qui me semblait très intéressante dans le chat, qui évoquait que c'était important d'avoir des ordres de grandeur, en fait. Et c'est vrai que ça vous permet aussi de communiquer sur des éléments chiffrés, même si vous ne le calculez pas dans votre empreinte carbone à terme, mais de pouvoir faire des analyses pour dire, voilà, si on change tel élément dans la flotte automobile, grosso modo, voilà ce qu'on va économiser en carbone. Ben, en fait, ça, il y a des métriques qui existent pour pouvoir appuyer quand même le plan d'action, même si ça ne va pas forcément se ressentir à court terme dans les statistiques que vous allez faire. Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont importantes parce qu'on parlait de fédérer des communautés et de commencer à engager les gens, les collaborateurs individuellement. Et finalement, ces ordres de grandeur, ils sont importants parce qu'on se rend compte qu'ils sont très mal maîtrisés. Ce que tu évoquais sur les baleines, je pense qu'en tout cas, moi, je ne le savais pas et je pense qu'il y a peu de chances que les autres personnes le sachent aussi. Donc, ces éléments-là, il faut que vous alliez les chercher par rapport à votre contexte pour pouvoir en fait donner du poids au plan d'action en fait que vous allez mettre en place à court terme, même s'il ne va pas être mesurable factuellement juste derrière en attendant que vous puissiez avancer sur le calcul de votre empreinte carbone. Peut-être qu'on peut finir très rapidement sur le sujet des SAF, parce que c'est le sujet aussi dans la partie contribution qui est très tendance. Peut-être qu'on peut finir sur cet aspect-là, Julien? Oui, alors il faudrait un webinar de 2 ou 3 heures pour bien tout expliquer sur les SAF, mais je vais essayer d'être bref en 2 minutes. Donc en gros, les SAF, si vous voulez, pourquoi pas, mais il y a quand même des gros problèmes qualitatifs et surtout quantitatifs. Donc, si vous voulez acheter des SAF, ok, il faut que vous ayez des garanties que ce soit des bons SAF, parce qu'il est faux de dire que par définition, le SAF est une bonne chose. C'est factuellement faux. Vous avez des SAF qui sont produits avec des mix et des résidus d'huile de palme importés d'Asie. Voilà, c'est pire que du kérosène. Ça, c'est factuel, c'est scientifique. C'est pire que du kérosène. Maintenant, c'est du SAF fait uniquement avec des déchets forestiers, avec de l'huile de cuisson, enfin de l'huile de friture usagée, etc. Ok, c'est mieux. Ok, c'est mieux. Mais attention, donc on n'est pas contre les SAF, mais enfin, moi, personnellement, je suis totalement contre ce que je dirais le SAF hype, donc le buzz SAF dans l'industrie. Les SAF ne seront jamais, j'insiste, jamais une solution de grande échelle. SAF, excusez-moi, SAF, c'est Sustainable Aviation Fuel, donc les biocarburants. Excusez-moi, je ne l'ai pas dit. Donc les biocarburants ne seront jamais, j'insiste, une solution à grande échelle dans l'industrie, tout simplement parce que ça requiert des quantités d'énergie tellement phénoménales qu'il n'y aura pas assez d'énergie pour tout le monde. Et c'est la même chose pour les avions à hydrogène, électriques, etc., que vous entendez aussi comme des solutions miracles. Et encore une fois, j'adorerais vous dire que c'est bien, parce que c'est une industrie qui me paye, donc j'adorerais vous dire que ça marchera. Mais il vous faut des telles quantités d'énergie pour produire l'hydrogène ou l'électricité ou les SAF qu'on n'y arrivera pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter à la poubelle. Si ça résout que seulement 2% de nos problèmes, c'est super. Mais je finis sur un ordre de grandeur pour aussi vous méfier de toute cette communication. Je cite IATA, donc l'ensemble des compagnies, l'organisme qui chapeaute toutes les compagnies aériennes dans le monde. Donc IATA a dit dans 10 ans, les SAF, donc les biocarburants, représenteront 10% des besoins de l'industrie. Je cite. Mais je peux déjà parier ma maison et mon salaire que c'est faux. Vous savez pourquoi? Parce que cette phrase a été prononcée en 2007. Voilà. Et là, on est là 16 ans plus tard et on est à 0,01%. Donc c'est comme si vous, je sais pas, vous avez un objectif de vente d'1 million. Et 10 ans, et l'année d'après, vous allez voir votre boss et vous avez fait combien sur les 1 million? Ah, j'ai fait 1000 euros. Et votre boss, il vous dit, ah, mais c'est super, tu es passé de 500 euros à 1000 euros, je te félicite, je vais encore investir un peu plus sur toi, etc. C'est exactement ce qui se passe sur les SAF aujourd'hui. Donc, encore une fois, attention, ce ne sera jamais une solution de grande échelle, mais si ça peut vous aider temporairement, à court terme, à réduire vos émissions de 2-3%, c'est déjà pas si mal. Voilà. Donc, ça peut faire partie de la solution, mais ce ne sera jamais une solution de grande échelle. Voilà, j'ai essayé de tenir en 2 minutes. Voilà.
Eh bien, pour conclure après tous ces éléments-là, donc ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a plein de choses à faire avant d'être capable de calculer finement son empreinte carbone. Il faut, le timing étant pressé, il est important au contraire de commencer à lancer des actions maintenant. Pour qu'elles aient du sens, eh bien, il faut quand même creuser soi-même. Il ne faut pas prendre des actions toutes prêtes. Il faut vérifier la cohérence par rapport à ses besoins, à son mode de fonctionnement, à ses types de voyageurs. Et puis, ne pas prendre pour argent comptant toutes les informations qui peuvent circuler, mais se les approprier et creuser réellement les sujets pour être sûr de faire les bons plans d'action. On espère que ce webinaire a pu vous être utile. N'hésitez pas si vous avez des questions après le webinaire. On fera une joie aussi de partager le lien vers l'étude du Guardian qui était très très pertinente. Donc, on vous encourage du coup à en prendre connaissance. Et puis, on vous souhaite du coup une excellente journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir.